j'ai demandé à Charline de nous présenter un peu ce qu'on sait sur l'ataxie de Friedreich, la génétique, et sur les mécanismes moléculaires de façon très simple, pour savoir, pour qu'on soit tous au même niveau sur ce qu'est la base de l'ataxie de Friedreich au niveau moléculaire. Donc voilà, Charline, je vais te laisser... Du coup, avant de commencer directement sur les bases moléculaires, enfin génétiques et moléculaires de l'ataxie de Friedreich, je vais juste faire quelques rappels sur les bases de la génétique pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, les organismes de l'ordre du mètre sont composés de différents organes, de l'ordre du centimètre, donc par exemple là, le cerveau, le cœur, qui sont eux-mêmes composés de tissus. Donc on compte environ 200 tissus dans l'organisme, donc de l'ordre du millimètre, et ces tissus sont composés de cellules. Donc dans le tissu nerveux, on va avoir les neurones, au niveau du cœur, les cardiomyocytes. Et en fait, les cellules, on compte dans le corps humain 60 milliards de cellules qui vont faire 10 à 100 micromètres. Et en fait, elles ont chacune des fonctions spécifiques, mais une organisation générale similaire. Et en fait, elles comportent toutes un noyau. Et en fait, le noyau renferme ce qu'on appelle le patrimoine génétique, donc le génome. Donc le génome correspond à l'ensemble du matériel génétique et il est porté par l'ADN. Donc cet ADN est compacté sous forme de chromosomes. Donc on a 23 paires de chromosomes au total, 22 paires d'hystostosomiques et la paire sexuelle, donc XX pour les filles et XY pour les garçons. Et en fait, chaque cellule contient tout le génome et, et en fait, ça représente 2 mètres d'ADN par cellule. Et donc l'ADN a une structure assez particulière, une double hélice. Et donc l'ADN, c'est une architecture particulière et on pourrait comparer le génome à un livre, où dans un livre, on va avoir des chapitres. Au niveau de l'ADN, on aura donc les chromosomes, donc l'ADN compacté. Les chapitres sont formés de phrases. Au niveau du génome, on parle de gènes. Les phrases sont composées de mots. Au niveau de l'ADN, on parle de codons. Et donc les mots sont composés de lettres. Notre alphabet contient 26 lettres. Et au niveau de l'ADN, en fait, on a 4 lettres. Et chaque mot, chaque codon est composé de 3 lettres parmi les 4 lettres T, A, G et C. Et du coup, c'est une architecture particulière et c'est surtout un support d'information. Le gène, c'est une information et on va transférer cette information en utilisant le code génétique pour avoir une fonction, donc là, la protéine. Et on a différents types de protéines, par exemple l'hémoglobine, donc pour transporter l'oxygène dans le sang, la kératine, donc une protéine de structure dans les cheveux, les anticorps ou encore les hormones. Donc, ce mécanisme, pour passer de l'information, le gène, à la fonction, la protéine, donc de manière un peu plus précise, donc on va avoir notre gène avec les 4 lettres. On a une première étape qu'on appelle la transcription et on va passer de l'ADN à l'ARN messager, donc c'est une molécule intermédiaire. Et ensuite, on va avoir une protéine qui va lire les codons, donc ces mots de 3 lettres, et y associer un acide aminé par codon. Donc elle va lire l'ensemble de l'ARN messager pour y associer les acides aminés, et on va avoir à la fin la formation d'une protéine fonctionnelle. Donc dans le cas d'une maladie génétique, en fait une maladie génétique résulte d'une mutation génétique, donc une anomalie au niveau d'un gène, qui va entraîner un défaut de fonctionnement de certaines cellules de l'organisme. Donc, par exemple, ici, on va prendre l'exemple d'une mutation ponctuelle. Donc, on va juste avoir une lettre modifiée. Donc là, dans ce cas-là, ce qui va se passer, on va avoir l'étape de transcription. On va retrouver cette erreur au niveau de l'ARN messager. Et là, dans l'exemple ici, donc la protéine va lire les codons, y associer l'acide aminé, donc ce qu'on appelle la traduction. Et en fait, ici, avec l'erreur, on va avoir un stop et la formation d'une protéine non fonctionnelle. Donc ça, c'est un exemple d'une mutation ponctuelle. Et donc, une maladie génétique, comment elle se transmet? Donc, j'ai parlé avant de paires de chromosomes.
Donc on a 2 exemplaires de chaque gène, puisqu'on a des paires de chromosomes. Donc une maladie autosomique dominante, il faudra que un des gènes soit muté, l'autre sera sain et on sera malade. Et du coup, au niveau de la descendance, on a un risque sur 2 de présenter la maladie. On a aussi les maladies autosomiques récessives, où là, il va falloir que les deux copies du gène soient mutées pour être malades. Donc les parents vont être ce qu'on appelle porteurs sains. Et du coup, au niveau de la descendance, il y aura un risque sur 4 que les 2 gènes mutés soient transmis et donc d'avoir un enfant malade. On aura un enfant sur 4 en moyenne sain et 2 sur 4 qu'on appelle porteurs sains. Et du coup, donc l'ataxie de Friedreich, donc c'est une maladie héréditaire autosomique récessive, donc il faut la mutation sur les 2 gènes. Et donc le gène concerné est le gène FXN qui a été identifié en 1996. Et du coup, au niveau de ce gène, on a dans une partie qu'on va appeler une partie non codante, une répétition des lettres GAA, donc on va avoir 7 à 30 répétitions. Ça, c'est dans le cas d'un individu sain. On va avoir l'étape de transcription, donc l'ARN messager FXN, et l'étape de traduction. Et là, on va produire la protéine qui s'appelle frataxine. Donc le gène FXN donne la frataxine. Dans le cas de l'ataxie de Friedreich, on va avoir une expansion de ce triplet GAA. Donc on va compter 60 à 1700 GAA. Et en fait, cette expansion, ça va entraîner une diminution de la transcription du gène. Donc on aura moins d'ARN messager FXN et du coup moins de frataxine. Donc on comptera entre 5 et 30% d'une frataxine qui est fonctionnelle, mais il n'y en a pas suffisamment. Et du coup, donc ce que fait la frataxine dans les cellules, donc là vous avez un neurone sain. Donc le gène FXN va coder pour la frataxine et la frataxine est localisée dans les mitochondries. Donc les mitochondries correspondent à la centrale énergétique de la cellule. Et en fait, cette frataxine, elle va être importante pour de nombreuses protéines, d'autres protéines de la cellule, qui sont essentielles dans la centrale énergétique, ce qu'on appelle les protéines à centre fer-soufre. Et certaines de ces protéines à centre fer-soufre vont être impliquées dans la respiration cellulaire ou encore le cycle de Krebs, donc des mécanismes essentiels dans la cellule. Et du coup, ce qui se passe dans l'ataxie de Friedreich, donc dans le cas d'un neurone malade, donc on a la mutation, on va donc avoir moins de frataxine dans les mitochondries, et du coup, les conséquences principales de ce déficit en frataxine, on va avoir un dysfonctionnement des mitochondries, donc une diminution de la production d'énergie cellulaire, et on a également une dérégulation du métabolisme du fer. Et en fait, ces éléments, ça va mener à un dysfonctionnement global des cellules. Donc là, c'est dans le cas d'un neurone. Et les autres organes particulièrement affectés dans l'ataxie de Friedreich, ce sont les organes très demandeurs en énergie. Donc, comme je disais, le système nerveux, mais aussi le cœur ou le pancréas. Et dans le cas du cœur et du pancréas, c'est pareil. Donc là, vous avez un cardiomyocyte d'un individu sain, avec la frataxine dans les mitochondries. Là, une cellule bêta donc du pancréas avec la frataxine dans les mitochondries. Et dans le cas de l'ataxie de Friedreich, avec la mutation au niveau du gène FXN, donc moins de frataxine dans les mitochondries, des mitochondries qui dysfonctionnent et des cellules qui dysfonctionnent. Et voilà, pour les bases de l'ataxie de Friedreich. I have a question for Dr. Pandolfo. Where did the mutation come from? How did D'où that vient la GAA mutation? start? C'est une longue histoire, mais apparemment, cette mutation que cause l'ataxie de Friedreich est apparue une seule fois dans l'histoire de l'humanité, parce que la maladie, on la retrouve seulement dans certaines parties du monde, essentiellement dans les populations d'origine européenne du Moyen-Orient, Afrique du Nord. On la retrouve en Inde, mais
dans le reste du monde, dans l'Extrême-Orient, dans l'Afrique sous-saharienne, chez les Amérindiennes, la maladie essentiellement est inexistante. Et il y a plusieurs raisons pour penser que cette mutation a eu origine. Certaines disent il y a 20 000 ans, je ne sais pas, et que c'était en fait une expansion d'une séquence qui est normalement présente dans cette partie du chromosome, c'est le chromosome 9, pour ceux qui sont intéressés à le savoir. Probablement, c'est dupliqué, c'est répété, c'est eu une copie supplémentaire, et puis ça a commencé à devenir plus large. Et donc, c'est une origine lointaine. En Europe, on estime encore que la maladie est plus fréquente dans l'Europe de l'Ouest et du Sud parce que quelqu'un qui portait cette mutation pendant l'ère glaciale s'était caché dans des caves au nord de l'Espagne, et puis de là, cette population de porteurs s'est diffusée à travers l'Europe, donc du sud-ouest vers l'est et le nord. Donc ça, il y a toute une série de théories, mais c'est une origine unique de cette mutation. Du coup, Charline, avec ce que tu nous as montré sur les recherches fondamentales, est-ce que, donc, comme disait Juliette, de savoir ces recherches fondamentales nous a permis finalement de commencer à penser à des essais ou des pistes thérapeutiques? Tu peux nous présenter les grandes lignes? Ouais. Du coup, donc, effectivement, la recherche fondamentale, ça permet de réfléchir, donc comprendre ce qui se passe pour développer des approches thérapeutiques. Donc, les différentes pistes de traitement qu'on a à l'heure actuelle, donc on a les approches symptomatiques. Après, on a aussi ce qu'on va appeler les petites molécules. Et là, on va utiliser vraiment ce qu'on sait sur les aspects moléculaires de l'ataxie de Friedreich pour développer ces approches. Donc là, on va avoir différentes approches. On va avoir certaines approches qui vont chercher à améliorer la fonction des mitochondries. Donc là, on joue sur les mitochondries. On va avoir des approches qui vont chercher à moduler les voies métaboliques qui sont contrôlées par la frataxine. Donc en fait, les effets de la frataxine sur le reste de la cellule. Donc en fait, on cherche dans l'ensemble à moduler ces voies. On va aussi avoir des approches pour moduler les niveaux de frataxine, donc de la protéine directement. Donc là, on parle de thérapie protéique, donc vraiment la protéine. Ensuite, on va avoir des approches au niveau de la modulation de l'expression du gène affixane, puisqu'en fait, la mutation fait qu'on a une frataxine qui est normale, mais il n'y en a pas suffisamment. Donc on essaye de contrôler l'expression, donc la transcription et la traduction du gène, la transcription du gène pour avoir plus de frataxine exprimée. Et enfin, il y a les approches de thérapie génique, où là, on va agir directement, essayer d'agir directement sur le gène. Merci Charline.